Bonjour, nous sommes rendus à la fin du processus de recherche concernant les études de cas. À cet effet, le but de cet atelier est de vous outiller de façon à savoir présenter votre étude de cas selon les normes scientifiques. Bien vrai qu'il s'agit d'une étude de cas, mais je la veux vraiment scientifique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai spécialement créé un guide modèle pour vous. L'enjeu étant de vous guider dans votre rédaction, mais aussi m'assurer que vous soyez en mesure de respecter les normes de présentation sous forme de modèle. Au sortir de cet atelier, vous serez en mesure de présenter la page des gardes d'un travail, générer automatiquement la table des matières ainsi que la liste des tableaux et figures, mais aussi vous serez en mesure de structurer un travail scientifique sous forme de modèle et comprendre le contenu d'un guide en particulier. Alors, pour pouvoir obtenir le guide modèle, vous avez besoin d'accéder au site web du laboratoire de sociologie quantitative, LS-Quanti. Alors, on va saisir lsquanti.org, cliquez sur le menu ressources de façon à accéder aux documents pédagogiques. Alors, une fois sur cette page, on va s'intéresser au template et guide de rédaction d'une étude de cas et télécharger ce document à partir d'ici. Télécharger ici, on va ouvrir, activer la modification et pour vous probablement enregistrer le guide modèle sur le disque dur de votre ordinateur. Mais voilà un peu comment se présente la page de garde du guide modèle. Évidemment, ici, vous renseignez les informations en lien en particulier avec le parcours. Donc, ensuite, le titre. Évidemment, le titre, il doit être le plus informatif possible. Il me semble avoir corrigé ces différents éléments. Souvent, vous avez un titre et un sous-titre. Et surtout, il n'est pas nécessaire de mettre thème et sujet. C'est superflu. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple, facteur associé au risque de décrochage scolaire. On peut mettre point. Vous signifiez qu'il n'est pas nécessaire d'activer la majuscule. Donc automatiquement, l'écriture est en majuscule. Le sous-titre également, automatiquement c'est en minuscule. Pas besoin d'activer quoi que ce soit. Alors ici, on peut parler du cas des élèves du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Voilà une façon de mettre du titre et d'intertitre dans le document. Mettez ensuite votre nom. Là aussi, pas besoin d'activer la majuscule. Genre, je sais pas, Astou Job. Juste un exemple parmi tant d'autres. Sur la direction 2, évidemment, s'il y a un co-encadrement, vous mettez co-encadrement tel professeur. Ok. Là, on peut enlever la note de bas de page. Pas nécessaire. Décaler et s'assurer que tout est bien placé. En tout cas, la page de garde doit tenir sur une seule page. Donc, on peut décaler un peu vers le bas et s'assurer que tout se tienne sur cette page. Mais voilà comment se présente la page de garde. Évidemment, ce modèle est assez simple. Il reflète aussi ma personnalité. Vous pouvez personnaliser la page de garde selon votre personnalité. Si vous êtes au niveau du menu création,
vous avez vers la droite de la barre des outils bordure de page. Donc on peut cliquer sur bordure de page. On peut choisir, je sais pas, un type de bordure, par exemple avec ombre. On peut augmenter la largeur. Ensuite, spécifier qu'il s'agit d'une page appliquée à cette section uniquement. Ensuite, on peut cliquer sur OK. Voilà une façon de personnaliser la page de garde. On peut changer aussi, je ne sais pas, si vous vous intéressez à une question en lien avec l'environnement, vous pouvez choisir un motif qui reflète un peu le vert, je veux dire la nature, par exemple ceci. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'éviter le plus possible les motifs fantaisistes et de garder les choses simples. Mais encore une fois, vous avez la possibilité de personnaliser votre page de garde. Voilà comment elle se présente ici. Ensuite, vous avez le résumé. Donc, vous aurez à rédiger un résumé. Généralement, on le fait après avoir finalisé le travail. Donc, le résumé permet au lecteur de décider de l'intérêt ou pas à lire le travail en particulier. Et donc ici, je vous indique les différentes questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir rédiger un résumé qui est scientifique. Et donc de façon générale, l'idée c'est de formuler en quelque sorte la question centrale de recherche. Comment vous comptez y répondre? Quels sont les résultats qui ont été obtenus? Quelles sont les implications? Donc c'est un peu à résumer le contenu du résumé. Ensuite, vous mettez les mots-clés, quelques 4 à 5 mots-clés, ça suffit. En particulier, si quelqu'un devait faire une recherche sur Google Scholar pour retrouver votre travail, quels mots-clés il devrait, par exemple, mettre dans le moteur de Google Scholar. Donc, c'est vraiment les mots qui reflètent le contenu de votre travail et donc en lien aussi avec votre sujet. Donc c'est la partie résumé, c'est à rédiger, d'accord. Là on voit que le résumé est paginé avec un chiffre romain, donc c'est 2. Étant entendu que la page de garde c'est 1, mais on ne doit pas voir apparaître la pagination. Donc vous assurez que vous avez le chiffre 2 au niveau de résumé. Le chiffre 3 pour ce qui est de la page des remerciements. Donc ici, vous remerciez les personnes ou les institutions qui ont participé à la réalisation de votre travail. Et n'oubliez pas surtout de remercier votre gentil professeur qui a bien voulu mettre à votre disposition ce guide modèle. Et justement, ma promesse est que si vous suivez ce guide modèle et que vous en compreniez le contenu et les étapes, eh bien vous ferez l'une des meilleures études de cas de votre promotion. C'est ma promesse. Ce qui signifie par ailleurs qu'il faut citer ce guide modèle. Et pour le citer et donc mettre ce guide dans vos références bibliographiques, il y a des façons. Alors ici, je vous propose des façons de faire du genre en recherche quantitative, il est important de traduire les hypothèses en des termes qui les rendent opérationnels et intelligibles au raisonnement statistique. Mettez entre parenthèses Touré 2023. Ou comme le recommande Touré dans son guide modèle de rédaction d'une étude de cas. Voilà des occasions d'inclure l'auteur du guide dans votre travail. L'objectif final étant de mettre les guides dans les références et vous avez une façon de référencer ce guide modèle. Vous pouvez aussi dédicacer votre travail, c'est souvent le cas lorsqu'on aura fourni des efforts méritoires à produire un tel travail scientifique. Souvent on pense à des personnes qui nous sont proches et qui nous ont marqués, soutenus, en particulier à des moments difficiles. Par exemple, vous pouvez dire, je dédie cette étude de cas à ma mère
exemple, à ma mère pour vous développer. Ensuite, je sais pas, à mon père pour... donc, j'ai vraiment ajusté vers la droite pour des questions de mise en forme et puis d'élégance, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus élégant si on décale un peu vers la droite. Et donc, vous aussi respectez cette mise en forme, d'accord, et laissez l'italique en particulier. Étant entendu qu'on doit avoir la page dédicace au niveau de la page 4. Étant entendu que la page 5 est consacrée à la table des matières. Donc, la table des matières, c'est la page 5. Il est possible de générer automatiquement la table des matières. Si c'est ainsi, c'est parce que j'ai moi-même automatisé les différents titres, sous-titres et intertitres du travail. Alors, avant de vous montrer comment générer automatiquement la table des matières, j'aimerais juste vous dire que ce travail est structuré en 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les parties. On a 3 parties essentiellement. Le deuxième niveau, les chapitres, au nombre de 6. Et finalement, le troisième niveau est représenté par les sections. Donc, je n'ai pas jugé nécessaire d'aller plus loin que 3 niveaux. C'est suffisant, en tout cas, pour cette étude de cas. Donc, essayons assez rapidement de parcourir ces différents niveaux de structuration tout en ayant une idée sur le contenu du présent guide. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la table des matières. Alors, on va avancer à la page 6. Vous avez la liste des illustrations. Là aussi, je vais y revenir. C'est ici qu'on va générer automatiquement la liste des tableaux et celle des figures. Page 7, en chiffre romain, liste des sigles et abréviations. Toutes les abréviations qui ont été utilisées dans le document doivent être renseignées ici, avec leur signification. Par exemple, on va enlever et mettre FMI. Donc, vous mettez Fonds monétaire international, je ne sais pas, ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Quoi d'autre encore? OP, par exemple, organisation paysanne. Une fois que vous avez fini de saisir les sigles et leur signification, il faut trier de façon à les ordonner en cliquant sur le menu accueil. Ensuite, au centre de la barre des outils, vous avez une icône AZ de trier. On va trier paragraphe croissant. Donc, on va trier de façon croissante, autrement dit de A à Z. OK. Et on aura effectivement trié les abréviations. Alors, on voit bien que les pages qui précèdent l'introduction sont en chiffres romains et que la pagination en chiffres arabes commence essentiellement à partir de l'introduction. Donc ici, on doit voir la page 1 au niveau de l'introduction, qui ne doit pas faire plus de 2 pages. Donc vraiment 2 pages au maximum. À l'intérieur, je vous indique un peu les différents éléments qui doivent structurer l'introduction. Dans un premier temps, vous contextualisez et justifiez le sujet. Ensuite, les éléments clés, en particulier, vous précisez la question centrale, comment vous y répondez et vous montrez comment la méthodologie aide à répondre à vos objectifs, sans oublier de justifier le choix du site d'investigation et finalement vous annoncez le plan de votre travail. Ici, l'introduction tient sur 3 pages, mais dans votre cas, c'est seulement sur 2 pages. Attention. Alors, on tombe sur la première partie. Donc, si on clique sur première partie et qu'on est toujours au niveau du menu accueil, on voit bien que titre 1 est mis en évidence. Et donc, ça signifie qu'effectivement, la première partie, c'est
le premier niveau de structuration. Donc titre 1, c'est ce qu'on a fait ici. C'est ce que j'ai signifié ici. Titre 1, c'est pour effectivement les parties. C'est le cadre théorique et analytique. À l'intérieur de cette première partie, vous avez le chapitre 1. Donc le chapitre 1, si vous cliquez sur problématique, vous verrez que ça correspond au titre 2. C'est le deuxième niveau de structuration, titre 2. Donc vous pouvez cliquer sur titre 2. Au cas où vous perdez la structuration, vous cliquez simplement sur titre 2. Et à l'intérieur de la problématique, vous avez des sections. Vous avez la section 1. Ici, vous pouvez adapter le titre. Par exemple, décentralisation et gouvernance locale ou lien problématique entre décentralisation et gouvernance locale. Mais vous pouvez aussi laisser la sous-section telle qu'elle. Mais en tout cas, on voit bien que ça occupe le titre 3. Donc, c'est le troisième niveau de structuration. Vous avez aussi la revue de littérature, c'est le titre 3. Et enfin, il y a le questionnement spécifique de recherche. Donc, ne pas oublier de cadrer votre questionnement spécifique en précisant en particulier le site d'investigation. C'est aussi une façon de justifier vos questions de recherche. Alors, voilà quelques expressions qui aident à spécifier votre problématique. Je vais avancer pour me retrouver au chapitre 2, hypothèse et objectif. Évidemment, j'ai signifié 5 pages au maximum, mais si vous dépassez d'une page, c'est aussi correct, d'accord? Ici, on commence par formuler les hypothèses. Et donc, comment? En les listant, les unes après les autres. Et pour chaque hypothèse listée, vous expliquez un peu sa plausibilité en faisant référence à des éléments théoriques, à des éléments relevant du bon sens notamment. Ensuite, vous opérationnalisez vos hypothèses. Ça, c'est le niveau 2.2. L'idée, c'est de décomposer les concepts des hypothèses en dimensions et préciser les dimensions sous forme d'indicateurs. Vous avez ici des exemples qui permettent de voir assez clairement comment passer des concepts aux indicateurs, étant entendu que les statistiques ne comprennent que le langage des indicateurs. Donc vous avez besoin de signifier ces indicateurs pour pouvoir par la suite utiliser les statistiques, étant entendu qu'on est en recherche quantitative. Les objectifs de l'étude, vous pouvez les préciser en reprenant tout simplement la question centrale de recherche pour l'objectif général ou le but de l'étude. Et pour les objectifs particuliers, vous reprenez les sous-questions de recherche. On est au niveau de la deuxième partie, cadre méthodologique et monographique. Alors, si on regarde bien, ici, on passe de la page 15 à la page 16. Mais le chiffre 16 n'apparaît pas. En fait, c'est moi qui ai caché le chiffre 16. Et donc, il est possible qu'en introduisant du texte dans le guide modèle, que ça se déplace de façon à ce que la pagination soit visible. Mais elle ne doit pas être visible dans les parties. Et donc, pour ce faire, si vous perdez par exemple cela, c'est pas compliqué, il faut juste aller chercher forme textuelle par exemple. Ensuite, je vais enlever le contour, très simple, et je vais déplacer pour cacher tout simplement le chiffre. Il y a une autre façon élégante de ne pas faire apparaître les chiffres, mais je vais y aller avec une façon très simple, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la pagination des parties. Là, c'est le chapitre 3, méthodologie, niveau 3, donc 3.1, stratégie de vérification. Donc ici, vous signifiez que pour vérifier vos hypothèses, vous utilisez la méthode quantitative, l'enquête de terrain quantitative en particulier. Alors, lisez le contenu de façon à pouvoir vous assurer de bien présenter la partie de la méthodologie. Collecte des données, donc comment s'est déroulée la collecte des données, en tout cas vous avez le contenu, traitement et analyse des données, comment vous avez traité les données et comment vous avez procédé à l'analyse de ces données. La monographie, c'est le chapitre 4,
5 pages maximum. Vraiment, à ne pas dépasser. 5 pages au maximum. Donc ici, si on regarde bien, il n'y a pas de structuration. Pourquoi? Parce que la monographie, évidemment, va être différente selon le sujet qui est étudié. Donc ici, je vous laisse la possibilité de structurer vous-même. Donc on a le niveau 2, qui est le niveau du chapitre. Donc à vous d'inclure le niveau 3, autrement dit le niveau des sections. Et il faut obligatoirement mettre des sections pour structurer votre monographie. Comment? C'est pas compliqué. On peut mettre par exemple présentation du site d'investigation. Évidemment, il faut préciser le site en question. Ensuite, c'est le niveau 3, niveau des sections. Donc, je clique sur 3. Ensuite, je mets 4.1, tout simplement. Voilà une façon de structurer le niveau 3. Ici, présentation du site d'investigation. Ensuite, on peut avoir d'autres sections du genre, je sais pas, caractéristiques sociodémographiques. On va activer le titre 3 et mettre 4.2. Et peut-être une dernière section, je sais pas, caractéristiques socio-économiques. Titre 3. Et là, on aurait 4.3. Voilà une façon de structurer la monographie. Évidemment, ça va changer d'un travail à l'autre, ces sections. C'est juste une indication. Et voilà, on a besoin effectivement d'automatiser ces titres pour pouvoir les générer automatiquement dans la table des matières. Alors ici, je vous propose un outil fort intéressant qui vous permet de procéder à une monographie sélective. Autrement dit, seuls les aspects pertinents, autrement dit, qui peuvent aider à éclairer le problème étudié, seront décrits dans cette partie monographique. Et là, vous avez ce qu'on appelle le modèle SWOT. L'enjeu est de mettre en évidence les forces et faiblesses d'un système, d'une communauté, d'un groupe, d'une organisation, ainsi que les opportunités et menaces qui leur sont associées. Alors les forces et faiblesses, c'est du point de vue interne, alors que les opportunités et menaces concernent surtout l'environnement dans lequel évolue le système. Il peut s'agir d'un système informatique, d'un système de technologie, d'un système de production, d'un système social, voilà, d'un village. Voilà, donc c'est un outil qui peut vous aider effectivement à procéder à une monographie sélective, une monographie pertinente par rapport au problème étudié. On tombe sur la troisième partie, présentation et interprétation des résultats. Là aussi, on ne voit pas apparaître la numérotation. Chapitre 5, là vous présentez les résultats que vous avez obtenus à la suite de l'analyse des données quantitatives. Là aussi, je n'ai pas jugé nécessaire de structurer. C'est à vous-même de structurer le troisième niveau, étant entendu que chapitre 5 c'est le deuxième niveau. Mais vous savez que les premiers résultats à présenter sont ce qu'on appelle les caractéristiques des répondants. Alors on peut commencer par mettre profil ou caractéristique, profil par exemple, sociologique des répondants. Et là on est au niveau du troisième niveau de structuration, donc titre 3. Vous mettrez 5.1. Voilà, 5.1, profil sociologique des répondants. Et là, vous décrivez les caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques des répondants. Ensuite, vous pouvez créer une autre section que vous pouvez appeler, je ne sais pas, risque de décrochage scolaire, risque de décrochage scolaire. Donc c'est titre 3, on peut mettre 5.2, précisément caractéristiques du risque de décrochage scolaire. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Ensuite, troisième niveau, on peut mettre facteur associé au risque de décrochage. Troisième niveau, on va parler de 5. On va mettre 5.3. Ici, vous mettez en relation le risque de décrochage scolaire avec les autres variables indépendantes d'intérêt. Au niveau de la section 5.2, vous présentez un peu la distribution de la variable risque de décrochage scolaire, les variables qui ont aidé à construire cet indice en particulier. Donc voilà comment structurer la partie résultat, et ça c'est important, il faut le faire pour pouvoir générer automatiquement la table des matières et vous assurer que le chapitre résultat est bien structuré. Enfin, vous avez le dernier chapitre, chapitre 6, discussion. Une fois que vous avez fini de présenter vos résultats, il faut les discuter. Il faut en révéler le sens sociologique. Et une façon de faire consiste dans un premier temps à résumer d'abord les résultats obtenus, de façon à les décrire et synthétiser assez rapidement. Ensuite, procéder à l'explication des résultats, conclusion. Comment en connectant vos résultats aux résultats de la littérature scientifique. Autrement dit, est-ce que vos résultats correspondent aux résultats obtenus dans la littérature scientifique. Et surtout, expliquer ces résultats. Par exemple, s'il y a une relation entre le sexe et le revenu, comment expliquer une telle relation? S'il y a une relation entre le sexe et le risque de décrochage scolaire, comment expliquer une telle relation? On peut se référer à des éléments théoriques, des éléments empiriques provenant de la littérature, mais aussi à des éléments provenant du bon sens, tout simplement. Par la suite, on passe à la discussion large des implications. Autrement dit, quelles leçons peut-on tirer des résultats? En particulier, vous pouvez faire le lien entre les résultats obtenus et votre domaine disciplinaire ou champ d'études en particulier. Encore, est-ce que les résultats peuvent s'appliquer à d'autres populations ou contextes étudiés, ce qu'on appelle la portée? Finalement, pour ce qui est de la discussion, évoquer les limites de l'étude en termes de validité interne et externe en particulier. La validité interne concerne un peu la crédibilité des résultats obtenus de l'analyse des données de l'échantillon. Autrement dit, est-ce qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que le sexe est associé au risque de décrochage scolaire? Et donc, évaluer la crédibilité de la recherche, mais aussi est-ce qu'on peut généraliser les résultats à l'ensemble de la population étudiée? Validité externe, étant entendu que toute recherche comporte des angles morts. Et ces angles morts, il faut les révéler. Et pour chaque angle mort ou chaque limite, il faut montrer comment on peut la surmonter ou le surmonter s'il s'agit d'angles morts. Et finalement, vous aurez à rédiger une conclusion de 2 pages maximum, pas plus. Et ici, vous résumez un peu vos résultats, vous mettez en évidence des recommandations tirées du message clé de l'étude et vous mettez en évidence des perspectives de recherche. Autrement dit, vous faites le lien, par exemple, entre votre étude de cas et votre mémoire de master. Les références bibliographiques, alors il faut vraiment prendre le temps de bien les présenter et vous assurer que vous respectez les normes. Donc voilà des exemples de présentation des références bibliographiques. J'ai signifié quelques 2 pages, mais ça peut être 3 pages en fonction de l'importance des références. Mais le plus important, c'est que effectivement les références soient bien présentées, qu'on respecte les normes de présentation en particulier. L'annexe, et bien sûr il y aura une partie annexe, donc c'est le niveau 2, annexe. Annexe A, c'est toujours le questionnaire. Donc vous mettez ici le questionnaire qui a aidé à obtenir les données. Si vous avez un guide d'entretien, vous mettez annexe B. Ici, on a plutôt tableaux et figures supplémentaires ou complémentaires. Donc s'il y a des tableaux et figures que vous jugez un peu de trop par rapport à la présentation des résultats, mais qui peuvent aider à éclairer une partie du problème étudié, vous pouvez les mettre ici. Annexe C, vous pouvez mettre n'importe quel document qui peut aider
à mieux comprendre le problème étudié ici. Annexe D, évidemment, ça c'est pour votre gouverne. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'un guide qui vous aide dans votre rédaction scientifique. Et là, par exemple, je parle de la citation. Donc, chaque fois que vous citez un auteur textuellement et que ses idées dépassent 3 lignes, il faut décaler la citation. Et j'ai automatisé ces citations décalées. Par exemple, si vous cliquez sur cette citation décalée, vous verrez que c'est tagué, autrement dit c'est automatisé, sous citation. Et donc, si par exemple vous voulez isoler ce texte, on va sélectionner ce texte, vous voulez l'isoler, vous voulez le décaler, parce qu'il s'agit par exemple d'une citation d'auteur. Donc très simple, vous sélectionnez la citation et vous cliquez sur citation. Ça c'est pour les longues citations. Et automatiquement, c'est décalé. Évidemment, le simple fait de décaler une citation est une mise en forme. Et donc, généralement, il n'est pas nécessaire de mettre des guillemets. Mais je peux tolérer. Parce que si vous mettez des guillemets, c'est comme si vous mettez une double mise en forme. Mais je peux tolérer que vous mettez des guillemets, mais généralement, ce n'est pas nécessaire. Juste le fait de décaler est une mise en forme. D'autant plus que j'ai réduit l'interligne en particulier. Voilà l'option qui permet de décaler une citation. Alors là, je vous explique un peu comment citer des auteurs à l'intérieur du texte. Donc c'est le système de référencement auteur, date. Auteur, date. Plagiat, alors c'est important. C'est très important de vous assurer qu'il n'y a pas de plagiat dans votre travail. Une façon d'éviter le plagiat, c'est de toujours citer les auteurs et de ne pas faire passer les idées d'autrui pour les tiennes. Et attention, chaque fois que j'ai des doutes, je vais vérifier systématiquement si je ne suis pas en présence de cas de plagiat. Faites très attention au plagiat. Annexe C, ici c'est quelques outils pédagogiques, par exemple le planning de l'étude de cas. Évidemment, on n'a pas respecté toute la planification, mais elle a aidé un peu à planifier les différentes étapes de la recherche. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a aidé à planifier les ateliers, en particulier. Fiches de lecture, vous avez fini de les produire. Nous verrons comment les valoriser. Quelques éléments de style, alors là c'est important. Vous devez vous assurer que votre style est un style scientifique. Et je crois que le style scientifique est un style direct. Donc évitez les élucubrations et passez à l'essentiel. Donc oui, on peut intégrer quelques éléments de style littéraire, mais l'ensemble doit vraiment refléter le style scientifique. Lorsqu'il s'agit de construire des paragraphes, des phrases ou même des mots. Donc le maître mot, c'est la brièveté. Donc écrire le plus brièvement possible tout en soignant votre style. Et là, vous avez des consignes à cet effet. C'est vraiment une partie qu'il faut lire, ces éléments de style. C'est fondamental. Finalement, il est très important, une fois que vous avez fini de présenter votre travail, de vous faire relire une première fois pour corriger les fautes. Une deuxième fois pour corriger le style. Donc vous assurez que le style est scientifique, justement. Vous faire relire par un ou une collègue amie. Ensuite, envoyez le travail à l'assistant chargé de vous suivre. Et finalement, m'envoyer le travail pour que vous ayez l'autorisation de dépôt. Donc je vais m'assurer si l'ensemble est correct ou pas. En particulier, une fois que vous avez fini de déposer le travail, voilà la grille de correction que je vais appliquer. Et donc chacun d'entre vous recevra ce rapport d'évaluation de son étude de cas. Donc vous verrez votre note finale. De cette façon, vous pouvez identifier les aspects qui ont été moins bien réussis. Donc prenez le temps de consulter la grille de correction. Ça peut aider aussi à travailler certaines parties de votre étude de cas en particulier. Et c'est très important que
vous connaissiez d'abord les critères d'évaluation lorsque vous rédigez un travail scientifique, même si je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est important. Donc ça va aider à parfaire certains éléments, tout simplement, et de ne pas avoir de surprise une fois la note obtenue. Donc voilà assez rapidement pour ce qui est du contenu du guide modèle. On a une idée sur les différents niveaux de structuration. Il me semble que maintenant nous sommes en mesure de générer la table des matières. Donc on va enlever ça, on peut sélectionner l'ensemble de ce texte qui n'est plus utile pour nous. Ensuite on va cliquer sur le menu référence et vers la gauche de la barre des menus vous avez table des matières. Je vais cliquer sur table des matières et je peux utiliser la première option ou la deuxième option. Donc je peux utiliser la deuxième option et ainsi générer automatiquement la table des matières. Alors, je peux enlever ici table des matières. J'ai comme l'impression que ça ne se tient pas sur 2 pages. Je peux corriger assez facilement en réduisant l'interligne. Donc je sélectionne la table des matières et je vais réduire l'interligne tout simplement. Je vais mettre interligne 1 ou 1,50. Par exemple 1,50. Interligne 1,50. Donc on a la table des matières qui se tient maintenant sur seulement 2 pages. Et voilà, pas plus de 2 pages. Donc la table des matières doit tenir sur 2 pages. S'il le faut, réduisez encore l'interligne ou bien l'espacement entre les lignes. Si vous trouvez du texte à l'intérieur de la table des matières, ça signifie que vous n'avez pas bien tagué votre texte. Alors je vais retourner au niveau de l'introduction. Par exemple, si vous devez coller un texte qui est externe, je vais prendre un exemple ici. Donc je copie, je veux coller cette partie. Donc je copie, je retourne au modèle, je veux coller ici. Donc je mets clic droit et je vais utiliser cette option. Donc qui permet effectivement de conserver le texte et de reprendre un peu la mise en forme du guide. Mais si par hasard vous n'avez pas réussi l'opération, pas de souci. Très simple, vous avez juste à sélectionner le texte et cliquer sur le style normal. Voilà. Donc normal, c'est le style qui permet de taguer, d'automatiser les textes. Donc chaque fois, vous devez effectivement cliquer sur normal. D'ailleurs, si vous cliquez sur n'importe quel texte, vous verrez que c'est normal qui s'active. Tant que le texte n'est pas normalisé, eh bien, il est possible effectivement d'avoir du texte dans la table des matières. Mais si tout le texte est normalisé, avec le style normal, vous n'aurez pas ce genre de souci. Autrement dit, du texte qui se trouve dans la table des matières. Donc voilà un peu pour ce qui est de la table des matières. On l'a bien généré. Parlons maintenant de la table des illustrations. Alors ici, j'ai séparé tableau et figure parce que c'est 2 ordres d'illustration différents quand même. Mais je les place sur une même page parce que généralement, on n'a pas beaucoup de tableaux et de figures, en tout cas pour ce qui est d'une étude de cas. S'il s'agit d'un mémoire de maîtrise ou d'une thèse de doctorat, évidemment, on gagnerait à avoir, par exemple, la liste des tableaux sur une page et la liste des figures sur une autre page. Alors, on va s'intéresser d'abord à la liste des tableaux. On a vu tout à l'heure que pour pouvoir générer la table des matières, il faut d'abord automatiser les titres. Même principe, ici également, pour pouvoir générer les tableaux, il faut automatiser les titres des tableaux. Alors, mais malheureusement, vous devez le faire vous-même. Comment le faire? C'est pas compliqué. Donc, on va d'abord automatiser avant de générer. Comment automatiser? Ce n'est pas compliqué. On va aller à la recherche de tableaux. On va cliquer sur questionnement. Probablement ici, on aura un tableau. Voilà. Donc, ici, on a tableau 1. Donc, l'idée, c'est de placer le curseur au-dessus du tableau en question, là où vous voulez mettre le titre. Ensuite, on va cliquer sur référence et au centre de la barre des outils, vous avez inséré une légende. On va cliquer là-dessus. Alors, ici,
il faut sélectionner la bonne illustration. Il s'agit de tableau, donc on va sélectionner tableau à hauteur de étiquette, tableau. Alors le logiciel nous propose table 1, on va mettre point et on met le titre. Par exemple, quelques formulations de questions spécifiques en recherche quantitative. Mais voilà, et puis on va valider, ok. Évidemment, éliminer cette partie et conserver le titre qui a été tagué et ne pas oublier de mettre de l'italique. Et si on sélectionne, on voit bien que le chiffre 1 est mis en surbrillance. Ça signifie qu'effectivement ça a été tagué, ça a été automatisé. Et là, on va aller mettre italique. Donc tous les titres en italique. Voilà, nous venons de taguer et d'automatiser le tableau 1. On va continuer pour chercher un autre tableau, un tableau 2. Voilà, on a un tableau 2 ici. Donc on se place ici. On va cliquer sur référence, insérer une légende et automatiquement le logiciel passe au tableau 2. Donc on met point des concepts aux indicateurs. Alors on met OK. Et là on peut effacer l'ancien titre. Et surtout là on voit que le 2 est en surbrillance, ça signifie que ça a été tagué. On va mettre de l'italique. Une fois qu'on a fini de taguer, d'automatiser tous les titres de tableaux, on peut aller générer la table des tableaux, donc table des illustrations. Donc on est sous tableau. On va éliminer par exemple, sélectionner pour pouvoir écraser. Donc tableau. Maintenant on va générer la liste des tableaux en cliquant sur le menu référence et insérer une table des illustrations. Alors on voit bien que ça a été mis en forme automatiquement. On a juste à cliquer sur OK. Et automatiquement, on voit bien qu'on a la liste des tableaux. Même principe pour ce qui est des figures. Donc il faut commencer par automatiser les titres des figures. On va y aller. On va automatiser les figures. On a une figure ici. Donc on place le curseur au-dessus de la figure. On clique sur insérer une légende. Et cette fois-ci, on change d'étiquette. On va cliquer sur figure. Automatiquement, on a figure 1, point. On met des concepts aux indicateurs. On enlève l'ancien titre. On sélectionne pour voir qu'effectivement 1 est doublement mis en surbrillance. Donc ça signifie que ça a été tagué. On va mettre de l'italique. Est-ce qu'on peut trouver une autre figure au niveau de la monographie? Probablement la matrice SWOT. Ici aussi on se place au-dessus de la figure. On est au niveau du menu référence. Insérer une légende. Automatiquement ça vire à figure 2. Alors on peut mettre, on va simplifier, mettre matrice SWOT. On va simplifier. Il s'agit d'une figure. On va éliminer l'ancien titre. On sélectionne. On voit que 2 est en surbrillance. Ça a été tagué. Italique. Une fois qu'on a fini de taguer, d'automatiser tous les titres de figures, on peut les générer. Générer. On sélectionne pour pouvoir écraser directement en cliquant sur le menu référence. Ensuite, insérer une table des illustrations. Alors là, on a figure 1. Donc, on va y aller, OK. Et là, vous avez la liste des figures. Évidemment, si vous avez beaucoup de tableaux, beaucoup de figures, vous pouvez présenter la liste des tableaux sur une page et la liste des figures sur une autre page. Mais j'en doute. Je pense que si vous n'en avez pas beaucoup, mieux vaut présenter les deux sur une même page. C'est juste pour pouvoir gagner de l'espace. Si ça déborde sur 2 pages, vous pouvez réduire
l'espacement, par exemple, vous pouvez mettre interligne 1 ou interligne 1.15. L'idée étant de s'assurer que la liste des tableaux et des figures se tiennent sur une même page. Donc c'est vraiment un travail de moine qu'il faut faire et s'assurer que tout est bien ordonné, que rien ne se déplace. Vous êtes par exemple au niveau ici de la page 7 en termes de chiffres romains. Donc il faut toujours tout réorganiser pour respecter les normes de présentation. Il me semble avoir fait le tour de cet atelier dont l'enjeu était de vous outiller de façon à ce que vous soyez en mesure de présenter une étude de cas de qualité et qui respecte les normes de présentation. Et voilà, ça va être tout pour cet atelier. Je vous remercie.